Alors, commençons. Bienvenue à vous tous. Bienvenue à une autre formation Ligne Québec qui s'intitule cette fois Cloud et connectivité. Quelle est votre stratégie? Alors, c'est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui le président de Fibre Noire, qui d'ailleurs a été nommé aussi président TI par l'AQT. Absolument. Alors, félicitations. Merci, Simon. Benjamin Desmarais. Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue dans le studio Ligne Québec, Fibre Noire. Benjamin, j'aimerais vous demander une première question. Alors, pourquoi parlons-nous d'un sujet qui est quand même assez pointu, traite de cloud, de connectivité? Pourquoi c'est important aujourd'hui pour les PME du Québec? C'est important parce que le cloud prend de plus en plus de place dans les entreprises. Je pense que si les gens sont ici aujourd'hui, c'est parce qu'ils en sont convaincus, puis on le voit, puis on va donner des exemples tantôt. Donc, ça prend de plus en plus de place. Et on a tendance à oublier malheureusement que la connectivité est à la base du cloud pour les entreprises. Souvent, on assume que ça fonctionne et c'est quand ça ne fonctionne plus qu'on se rend compte à quel point c'est important. Donc, c'est un peu ça qu'on va vouloir démontrer aujourd'hui et parler. On va commencer par se poser la question, mais le cloud, qu'est-ce que c'est pour dire pourquoi la connectivité est importante pour le cloud? Et on va donner des exemples de différents concepts que les entreprises devraient poser à leurs fournisseurs ou les questions qu'elles devraient se poser quand on fait le choix d'une connectivité. Donc, c'est ces concepts-là qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Puis, j'invite les gens, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va les transmettre, on va tenter de répondre. On va tenter, en effet. Alors, parlant de questions, on en a une première. Alors, vous avez mentionné l'intérêt de sonder les gens. Dans les 12 à 18 prochains mois, ont-ils l'engagement, ont-ils la volonté d'utiliser des solutions cloud davantage? Alors, on voit les résultats qu'on va partager dans quelques temps avec vous. Même moi, je peux voter, hein? Oui! C'est ce que je vais faire tout. Voilà. Vous avez l'intention chez Fibre Noire d'utiliser davantage des solutions cloud? Absolument. OK. On a des problèmes de connectivité, par contre. Donc, ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Alors, vous mentionnez au début que les chances sont très fortes que les entreprises vont avoir plus de besoins, mais moi, à ma surprise, n'étant pas dans votre secteur d'activité, le pourcentage est très, très élevé. Oui, tout à fait. Ça dénote, je pense, la pertinence de la discussion. Donc, les gens s'en vont de plus en plus vers le cloud. Et c'est normal parce que c'est pas, à mon avis, c'est pas juste une mode. Il y a des choses extrêmement puissantes qu'on peut faire. Oui. Qu'on peut faire avec le cloud, des opportunités, des façons de faire que le cloud amène aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on observe, ce que nos clients nous disent, ce qu'on constate dans les entreprises aujourd'hui, petites et grandes. Alors, Benjamin, vous voyez les résultats? 67 oui, 8 non, 25 sont encore gênés. 8 encore gênés. 8 non. Oui. Wow. Tout à fait. Donc, il y a clairement Est-ce que c'est juste de dire que les entreprises québécoises ont peut-être un retard dans l'adoption des solutions cloud? Est-ce que c'est possible? Si on regarde ce qui se fait à l'échelle internationale, probablement. C'est certain que si on va avoir quelques exemples tantôt, les grands fournisseurs de solutions cloud sont beaucoup les entreprises américaines. Oui, en anglais. En anglais, absolument. Beaucoup d'entreprises européennes également. Donc, c'est certain que le Québec, de par sa distinction, surtout au niveau de la langue, au niveau des affaires, on peut avoir, on est souvent un peu des late adopters, si vous permettez l'expression, Simon, en termes de technologie. À bien des égards. Par la langue notamment. Oui. Tout à fait. Puis là, je pense, ça serait pour la prochaine question qu'on demande aux gens, là, donc, compte tenu de l'utilisation des solutions de cloud au cours des prochaines années, pensez-vous avoir la connectivité appropriée? Donc, c'est un peu la façon de voir, là, est-ce que pensez-vous être équipé aujourd'hui pour faire face à cette croissance-là que vous envisagez au niveau du cloud? Et là, c'est plus partagé. Absolument. C'est intéressant. Est-ce que ça serait peut-être relié au fait, OK, on va avoir plus de besoins, on a moins de connectivité, par exemple. Mais les gens n'étant pas au courant du besoin, ont plus tendance à répondre oui, notre connectivité va être suffisante. Oui, tout à fait. Et c'est une des choses qu'on va vouloir éclaircir aujourd'hui. Et l'idée, là, c'est pas de faire peur aux gens, mais c'est quelque chose sur lequel je vais revenir quand même beaucoup.
c'est de s'assurer qu'on connaît les risques. Donc, si on décide de déplacer une portion de notre infrastructure ou de notre processus d'affaires vers le cloud, il faut s'assurer que les risques sont tout bien maîtrisés. Qu'est-ce qui arrive si mes télécommunications devaient être en panne? Quel est l'impact sur mon entreprise? Quel est l'impact sur mes employés, etc. Oui, c'est toutes ces questions-là qu'on doit voir avec les participants. Alors, on ferme la question. Dans quelques secondes, Benjamin, juste commenter les résultats et puis je vais vous laisser aller avec la présentation. Je pense que ça met très bien la table. Les entreprises utilisent de plus en plus de cloud. Et puis, à la lumière des résultats, bien, la majorité, ou en fait, 33% ont l'impression, 33% versus 29% ont l'impression d'être bien équipés en termes de connectivité. Et tant mieux si c'est le cas, parce que, comme je le disais, le cloud est un outil fantastique, est un outil extrêmement puissant. Donc, si les gens ont l'impression d'être bien équipés, d'avoir bien géré les risques, c'est excellent. Et de l'autre côté, ben, c'est un peu pour ça moi, je sentais le besoin pour cette présentation-là, c'est qu'on peut sentir peut-être un peu d'hésitation par rapport à ça. La question n'est pas évidente. Quand on dit est-ce que la question, on en parlait ensemble tantôt, Simon, ça veut dire quoi sur la qualité de la connexion? Oui. Je suis équipé pour le faire. C'est une réponse qui peut être très, très vaste. Donc, c'est ce qu'on va tenter peut-être d'éclaircir un petit peu. Puis, l'autre chose aussi que je me pose à titre de néophyte, c'est, OK, si une connectivité cloud m'intéresse, si une application cloud m'intéresse, ben quels vont être les besoins de cette application-là? Je me suis pas connecté, j'ai pas réalisé, constaté que je manquais de bande passante. Alors, j'assume donc que ce que j'ai est pertinent. Tout à fait. Absolument. Et ça, c'est des choses dans lesquelles on accompagne les entreprises généralement, mais c'est une question qui est extrêmement importante. D'où c'est une des choses qu'on va parler, d'avoir des solutions de connectivité qui peuvent évoluer rapidement, peut-être quelque chose qui va aider les entreprises qui posent ces questions-là, qui ont moins d'expérience ou qui vivent des croissances assez rapides. Mm-hmm. Donc, parfait. Des choses. Je vous laisse aller. Ben, merci beaucoup. Donc, justement, je vais juste venir ici, enlever. Voilà. Donc, simplement pour reprendre le thème de la présentation d'aujourd'hui. Donc, le cloud, comme on l'a dit, on en a discuté avec Simon, prend de plus en plus de place dans nos entreprises, mais les décideurs ont souvent tendance à négliger les infrastructures de télécommunications nécessaires à son bon fonctionnement. On l'oublie souvent, l'Internet, les réseaux, c'est caché, c'est là pour les néophytes, on ne les voit pas. Et malheureusement, comme je le disais tantôt, c'est quand ils arrêtent de fonctionner que là, on se rend compte, oups, il y a quelque chose qui manque, on ne peut plus accéder à certains services. Donc, c'est ce qu'on va tenter d'éclaircir un peu aujourd'hui. Quelle est votre stratégie à chaque entreprise pour assurer le niveau de disponibilité que votre entreprise requiert pour toutes les applications cloud? Et je me suis fait plaisir un petit peu. J'ai fait deux diapositives à la fin sur le concept de net neutrality, neutralité des réseaux, si vous préférez. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment pour différentes raisons dans les médias qui pourrait éventuellement impacter les solutions cloud. On n'est pas rendu là, je vous rassure, mais je vais quand même en parler un peu. Comme ça, les gens pourront me dire ce que vous en pensez, comprendre un peu le sujet. Puis ça vous fera des choses à discuter prochain party de Noël. Vous aurez l'air extrêmement savant par rapport à ce sujet-là. Vous pourrez gagner des points. C'est vraiment notre raison d'être. Pourquoi je le mentionne? Exceller dans les services de connectivité par fibre optique pour l'entreprise afin d'optimiser l'infrastructure de télécommunications. On ne parle pas de services particuliers ici. Le mot optimiser, je pense, est important parce que chaque solution est unique pour chaque entreprise. Donc, je voulais simplement le mentionner parce que c'est vraiment ça le défi avec le cloud, avec les télécoms, c'est que la réalité d'affaires de chaque entreprise est différente et c'est là qu'il faut bien positionner, bien comprendre ce qu'on fait et bien comprendre nos risques, surtout associés à ça. Donc, si on se pose la question, donc comme on parle de cloud et connectivité, commençons par rapidement se poser la question, qu'est-ce que c'est le cloud pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse se poser si on a la bonne connectivité pour le cloud. Le cloud, qu'est-ce que c'est? J'en ai entendu plusieurs avec toutes les rencontres que j'ai faites, avec les conférences auxquelles j'ai assisté ou que j'ai données. Une invention de geeks qui sont nostalgiques du bug de l'an 2000, on l'a entendu, c'est une espèce de choses, on ne sait pas trop si ça existe, est-ce que c'est vraiment là? Je pense que de plus en plus, on constate que c'est là maintenant, que c'est un incontournable. C'est juste du marketing, beaucoup entendu aussi. Mais c'est aussi beaucoup des entreprises que vous connaissez, que vous avez vu. J'en ai fait un court échantillonnage ici sur la présentation. Donc, on est vraiment dans une large gamme, mais évidemment, tous ceux qui vont utiliser les Google Apps,
si vous utilisez Amazon Web Services. Dropbox est du cloud qui peut être à la fois pour les entreprises, pour les particuliers. Office 365 qui s'en va de plus en plus d'entreprises n'ont pas d'application sur leur ordinateur en tant que tel, mais tout ça se passe sur Internet, donc dans le cloud. Rackspace, des entreprises au Québec comme le Télédune qui vont offrir de l'infrastructure comme un service, OVH qui est installé ici, ShareWeb également. Donc, ce sont tous des entreprises qui offrent du cloud, qui se disent des joueurs, des cloud enablers, si vous me permettez l'expression en anglais. Donc, c'est aussi ça, et on le connaît surtout par ces entreprises-là. Si on essaie d'être un peu plus théorique, par contre, pour se donner une définition là, plus précise, et c'est celle de Gartner que vous connaissez probablement tous. Donc, en anglais, defines cloud computing as a style of computing in which scalable and elastic IT-enabled capabilities are delivered as a service using Internet technology. Je me permets une petite traduction française. Donc, une méthode de traitement informatique dans laquelle des fonctions TI sont livrées en utilisant des technologies Internet. Si on découpe ça ensemble, cette définition-là, et on regarde quels sont les éléments importants. On dit scalable and elastic, donc ce sont des ressources partagées où il y a peu ou pas d'investissement en capital, et ça, c'est un aspect qui est souvent oublié, c'est sur demande. Donc, quand on a besoin de capacité, on doit être en mesure de la demander, d'en avoir plus, et quand on n'en a plus besoin, on cesse de l'utiliser, on arrête de payer pour cette capacité-là. Ça, c'est un aspect qui est souvent oublié du cloud, mais qui est essentiel dans la définition. IT-enabled capabilities, donc ce ne sont pas seulement du logiciel. Le premier buzzword qui est sorti dans le marché, si on remonte il y a quelques années, c'était beaucoup le SaaS, le Software as a Service. Ce n'est plus que du SaaS aujourd'hui. Il y a toutes les plateformes, il y a l'infrastructure, donc il y a un paquet de concepts derrière ça. Ce n'est pas seulement du logiciel. Delivered as a Service, donc c'est géré et supporté par un tiers. Donc ce n'est pas l'entreprise elle-même qui s'en occupe, il y a vraiment un fournisseur, une tierce partie qui est impliquée dans la notion de cloud. Et using Internet Technology. Et là, j'attire votre attention sur Internet Technologies. On ne parle pas nécessairement d'Internet seulement, on parle d'Internet Technologies. Donc, c'est accessible à distance via un réseau, généralement, mais pas nécessairement l'Internet. Donc, ça, c'est important. On va en parler, en fait, juste ici. Est-ce que le cloud il peut être soit public ou soit privé. On a même entendu parler de cloud hybride dans certains moments qui va être un mélange entre les deux. Donc, vous avez les définitions en anglais ici que j'ai tirées. C'est les meilleures que j'ai trouvées, intéressantes, décrites quand même à ces lignes. J'ai trouvé sur le site d'Akamai. Donc, un cloud public, qu'est-ce que c'est? Un ou plusieurs services achetés par une organisation et livrés. On a un concept de livraison par un fournisseur via Internet. On spécifie Internet par cette même tierce partie. Ces services utilisent des capacités de stockage et de traitement qui ne sont pas la propriété de l'organisation qui les utilise. Ces capacités sont la propriété du fournisseur ou une tierce partie. Donc, ça reprend beaucoup les éléments. Mais là, si on parle de cloud privé tantôt, et c'est là que justement, on va peut-être sortir plus en termes de connectivité du concept d'Internet, c'est souvent une extension du centre de données traditionnel de l'entreprise où on va tenter d'offrir des capacités de stockage et des capacités de traitement, encore une fois, sur demande et en fonction des besoins de l'affaire de l'entreprise. On dit ici que privé se réfère beaucoup plus au fait que les ressources ne sont pas partagées plus qu'à un avantage de sécurité. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Je pense que quand on va vers des clouds privés, il y a une notion supplémentaire de sécurité qui s'ajoute à cela. Et cette notion-là, justement, vient du fait qu'on n'utilise pas l'Internet comme médium de télécommunication dans la plupart des cas. Donc, ça, c'est un élément, je pense, qui est important. Si on regarde certains enjeux du cloud, la sécurité et la confidentialité, comment s'assurer de la sécurité et de la confidentialité des données que l'on transmet à un fournisseur tiers. Évidemment, on a une certaine impression de sécurité quand les serveurs sont soit dans notre centre de données, quand ils sont dans les locaux de notre entreprise, on se dit qu'ils sont bien gérés, sont moins accessibles. Donc, de dire, mais maintenant que je les prends, ces données-là, ces processus-là, que je les envoie à l'extérieur, est-ce qu'elles sont traitées de façon aussi sécuritaire et confidentielle que je le fais moi-même? La fiabilité du fournisseur, question très, très simple, mais qu'il faut se poser. Qu'arrive-t-il en cas de faillite ou d'arrêt des activités d'un fournisseur? On confie toutes ces données à quelqu'un. Les schémas de gestion, les schémas de données sont tout à l'externe et soudainement, ce fournisseur-là n'est plus en mesure de faire face à ses obligations, d'un problème potentiel qu'il faut clairement adresser. Il y a toute une série d'aspects légaux et là, des avocats pour en parler beaucoup mieux que je ne le ferai, pardon.
Mais entre autres, une des questions, c'est comme les services et les données sont parfois stockées à l'étranger, si jamais il devait y avoir un litige, quelle loi s'applique? Est-ce que c'est le droit international? Est-ce que c'est le droit du pays dans lequel les données sont hébergées? Est-ce que c'est mon pays de résidence à moi, étant donné que je suis le fournisseur? Donc, il y a un paquet de littérature là-dessus sur Internet. Là, c'est un sujet qui pourrait faire l'objet de multiples présentations. Et il y a évidemment la disponibilité des services. Donc, comment s'assurer que les services seront disponibles quand on en aura besoin? Et ça, bien évidemment, il y a toute la notion la prestation du fournisseur de services en tant que tel. Donc, s'il doit livrer un CRM, par exemple, pour que le CRM fonctionne, pour que les serveurs fonctionnent, pour que l'application fonctionne en arrière. Et il y a aussi le fait, ça a beau fonctionner, si mon fournisseur de service rend son service, mais que je ne suis pas capable d'accéder à ce service-là, ben le service n'est pas plus disponible, je ne peux pas l'utiliser. Et c'est là que la connectivité vient jouer un rôle extrêmement important. Et encore une fois, on a tendance à l'oublier. Donc, des services qui sont parfois au cœur de l'exploitation d'une entreprise. Ils sont au cœur de l'exploitation de l'entreprise et je vais donner quelques exemples sur la diapositive suivante. Donc, de plus en plus, c'est ce qu'on constate, c'est que ce ne sont pas seulement des fonctions secondaires ou externes, ce sont effectivement les fonctions critiques, les fonctions qui font qu'une entreprise est une entreprise, qu'elle rend le service, qu'elle peut facturer ses clients. C'est souvent ça qu'on retrouve dans le cadre de plus en plus. Donc, il faut s'assurer que ça fonctionne et que c'est disponible. D'où, j'imagine, la crainte des entrepreneurs aussi. Je dirais, c'est tellement critique au fonctionnement, à la rentabilité de mon entreprise. Alors, les enjeux sont sérieux. Oui, tout à fait. En attendant que les gens répondent à une question, on vous invite à répondre. Dans le cours de l'exploitation de votre entreprise, qu'est-ce que vous voyez comme étant les enjeux les plus fréquemment mentionnés? Vous voulez dire quand on rencontre nos clients? Oui. Je suis pas surpris de voir les résultats là, qui commencent à rentrer. C'est que c'est certain que et c'est normal, et c'est pour ça que je l'ai placé en haut aussi, que la sécurité, et la confidentialité des données, c'est souvent l'aspect qui ressort le plus auprès des entreprises. Parce qu'encore une fois, et c'est tout à fait normal, il y a un certain sentiment de sécurité, de dire mon serveur est là, mes données sont dessus, je le sais qu'elles sont en sécurité, il n'y a pas personne qui va se sauver avec. Et c'est normal qu'on pense à des choses très simples, mais qui sont vitales, comme des listes de clients, comme des listes de contacts, comme parfois des contrats avec nos clients. On veut s'assurer, si notre entreprise n'a pas ça, on arrête de fonctionner généralement. Donc, on veut s'assurer que ce soit en bonne main. Donc, je pense que les résultats du sondage, de ce que les gens répondent, c'est tout à fait en ligne avec ça. Par contre, content de voir la disponibilité des services aussi ressort ex aequo en deuxième, parce que c'est un élément important. Et la connectivité peut venir jouer sur l'aspect sécurité et des confidentialités également. C'est ce qu'on va regarder dans différentes topologies de ce que je vais présenter tantôt. Alors, si on sort, je vais juste fermer le... Puis moi aussi, d'ailleurs, je vais répondre. Voilà. Juste fermer le sondage, je vais partager des résultats. En attendant des affichés, Benjamin, qu'auriez-vous à dire concernant justement la sécurité et la confidentialité des données? Parce que les applications cloud, que ce soit software as a service, ça fait plus de 10 ans que ça existe. Mm-hmm. J'imagine au début, les gens étaient très réticents à transmettre leur information dans un serveur en Californie. Aujourd'hui, en 2014, est-ce que c'est sécure et confidentiel? Il faut séparer deux choses, je pense, dans cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a la sécurité, il y a l'intégrité physique des données en tant que telles. Est-ce que quelqu'un de malveillant peut accéder à mes données, que ce soit de façon logique, si on veut dire, donc la donnée en tant que telle, ou physiquement à mes infrastructures, à mes serveurs? Et il y a toute la question qui est, par exemple, si on pense à Google ou à Microsoft, est-ce que Google peut utiliser des données de mes recherches, des choses comme ça? Donc ça, c'est plus la notion de la vie privée, qui est encore une fois un débat en soi que je vais laisser de côté. Si on pense à l'intégrité des données, que ce soit tant logique que physique, je pense bien noblement que quand les données sont proches de nous, que notre sentiment de sécurité peut être un peu faux, en ce sens que pour gérer des firewalls, pour contrer les attaques au niveau de la sécurité physique, généralement, les centres de données qui se spécialisent là-dedans sont mieux équipés qu'on va l'être en entreprise pour répondre à ce besoin-là. Une entreprise comme Google ou comme les grands, peu importe, donc c'est la spécialité d'offrir ce genre de données-là, est probablement mieux équipée que nous sommes pour faire face à différentes attaques et pour mitiger ces attaques-là. On va souvent reprocher
On va dire, par exemple, il y a eu quelque chose avec le gouvernement canadien récemment, je pense, 900 ou 1000 personnes ont eu des fuites de données. Ben, c'est un scandale. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Dites-vous que la première chose, c'est qu'au moins, on le sait que c'est arrivé. Posez-vous la question, si c'était vos données dans votre entreprise, est-ce que vous auriez eu les mécanismes pour seulement savoir qu'il y avait eu un problème avec vos données, qu'il y a eu une attaque sur vos données? C'est la détection des attaques en tant que telle, la détection des intrusions, c'est une science en soi. Donc, pour nous-mêmes, être en mesure d'avoir ce genre de système-là en place, c'est quelque chose et ce sont des ressources extrêmement complexes, des gens de très, très, très compétents dans un domaine très précis que toutes les entreprises ne sont pas en mesure de se payer. Donc, moi, je dirais qu'à ce niveau-là, je pense que généralement, les données des entreprises sont assez bien protégées dans le cloud, si, encore une fois, on choisit les fonctions. Sauf fournisseurs d'applications. D'applications, peu importe, là, des applications dans le cloud, il y en a un paquet, mais effectivement, il y a un due diligence à faire parce que là, il y a des grands fournisseurs, c'est relativement facile de dire qu'on fait confiance à Microsoft. On aime ou on n'aime pas. Bon, généralement, les gens vont dire. En tout cas, il y a un paquet de gens qui font assez confiance à Microsoft pour acheter un paquet de choses chez eux. Si on peut faire avec des petits fournisseurs parce qu'il y a des applications très niches dans le cloud, c'est de faire ses devoirs, de poser les bonnes questions en termes de cet enjeu-là de sécurité et de confidentialité. Une chose certaine, c'est qu'un fournisseur de services dont la sécurité serait remise en cause se tire dans le pied comme ça n'a aucun bon sens. Alors, la postérité, son entreprise dit que sur cet aspect de confiance. Et puis j'aime bien quand vous dites que quand les applications sont sauvegardées dans nos serveurs, on a l'impression qu'ils sont en sécurité, qui sont confidentiels, puis en réalité, ça peut être un employé malveillant ou ça peut être le feu dans la bâtisse. Ça peut être un paquet de choses, c'est souvent un faux sentiment. Donc, et souvent, surtout si on est une petite entreprise, toute cette notion-là de sécurité, de confidentialité des données va être sous-traitée de toute façon, parce qu'on n'a pas les ressources à l'interne pour s'en occuper, donc c'est déjà une pièce partie qui va s'en occuper. Donc, le fait que ce soit à l'externe, que ce soit en mode cloud, est-ce que vraiment ça change quelque chose au paradigme? Pas vraiment. À mon avis, c'est une tierce partie qui s'en occupe, mais qui, là, au lieu de le faire seulement pour nous, sur nos infrastructures physiques qu'on a payées, vont le faire dans un concept, dans un paradigme virtualisé pour un ensemble de clients. D'accord, d'accord. Vous avez les résultats? Oui. Que vous aimeriez les commenter? Pas surpris que la sécurité et la confidentialité soient la principale préoccupation. C'est ce qu'on entend et c'est normal, c'est très humain, c'est de la chose de base. Content de voir à la fois que la disponibilité des services arrive pas en premier, parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour en parler, mais que certaines personnes ont quand même une préoccupation par rapport à ça. Donc, c'est ce qu'on va adresser. Les aspects légaux, évidemment, peut-être parce que c'est moins c'est moins ce qui touche directement notre audience, mais il y a un paquet, il y a un paquet d'éléments dans les prochaines années qui vont faire que ça va prendre de plus en plus d'importance. Je pense qu'on n'a pas eu encore de cas, ou à ma connaissance du moins, de cas majeurs où les aspects légaux du cloud ont été mis de l'avant et ont fait que les gens ont vraiment réalisé qu'il peut y avoir une importance. Je pense malheureusement que ça va arriver à un moment donné que là, cet enjeu-là va revenir de l'avant un peu plus. Et quand on entend beaucoup là, les entreprises qui disent où sont situés les centres de données, les gens qui disent, ouais, mais ça, c'est peut-être un aspect du cloud. Hein. Comme il y a moins de fournisseurs de cloud au Québec, peut-être qu'on est un peu moins tenté d'envoyer nos données à l'extérieur du pays avec le Patriot Act, pardon, aux États-Unis, tout ça. Oui. Les scandales de la NSA qui ont sorti, les Américains écoutent ce qui se passe sur les autres. Si les centres de données étaient québécois, ce serait plus rassurant. Ça serait probablement une chose, peut-être que les gens verraient ça d'une façon un peu différente. Est-ce que je me trompe en disant que quand on parle de disponibilité de service, c'est souvent une préoccupation qu'on a après l'installation d'applications? Malheureusement, oui. Ah oui, hein? Oui, encore une fois, on assume que ça fonctionne. Et on fait bien d'assumer que ça fonctionne parce que si ça ne fonctionnait pas la majorité du temps, je pense qu'on n'a pas de raison d'aller vers le cloud. Mais maintenant, il arrive parce que ce sont des systèmes faits par des humains. Ces choses-là vont avoir des pannes à un moment donné. Google a des pannes, c'est normal pour différentes raisons. Donc, à juste titre, quand on est une petite organisation ou qu'on n'a pas ces ressources-là, que la technologie, que la télécom, ce n'est pas notre spécialité, mais il y a des questions à se poser pour s'assurer que ce soit disponible. Et encore une fois, on va y venir tantôt, tout en se basant sur quelle est l'évaluation des besoins dans mon entreprise. C'est certain que si j'envoie dans le cloud essentiellement des processus secondaires, la discussion par rapport à la connectivité ne sera pas la même. Si j'envoie ce qui est vraiment mon moteur économique, il faut s'assurer que ça fonctionne, selon moi. Oui. Parfait, merci. Je vous laisse aller.
Merci. Donc, si on vient à la connectivité vers le cloud, je pense que le premier mythe qu'on entend souvent auprès des entreprises, c'est que c'est important seulement pour les grandes organisations. Et là, c'est grandes entre guillemets, évidemment. On se dit, on n'a pas les moyens d'adresser cet enjeu-là. On va se fier à ce qui existe parce que les grands fournisseurs, les fournisseurs connus offrent de façon tablette, si vous me permettez l'expression, et on va faire avec ça. J'aimerais vous amener 3 contre-exemples, si vous le permettez, de gens qui ont soit communiqué avec moi dans le dernier temps, ou des gens que je connais, qui, eux, ont fait des choix différents et qui ont une lecture différente. Et on en parlait tantôt, Simon, donc une PME de la région de Montréal qui fait du démarchage corporatif, donc ils font du cold call, littéralement. Et pour une clientèle d'entreprise, ils sont moins de 15 employés et ils ont une utilisation de Salesforce. Et là, quand je dis une utilisation de Salesforce, ce n'est pas pour quel client je dois appeler, quel client je vais solliciter pour que les clients achètent chez eux, mais c'est leur business. Donc, quand ils remplissent l'offre de service à leurs clients, c'est qui les agents doivent appeler, le prochain, etc. Tous les rapports sont faits dans Salesforce. Donc, quand je parlais d'un moteur économique, tantôt, si pour eux, Salesforce n'est pas disponible, il n'y a plus personne qui travaille chez eux. Après ça, qu'on ait 1000 employés ou qu'on en ait 15, je pense que c'est d'autant plus important qu'il y a 15 employés de travail parce que ce coussin-là de sécurité, souvent PME, on l'a beaucoup moins. Donc, il y a des choix qui ont été faits par cette entreprise-là de dire je vais me doter d'une connectivité un petit peu plus importante parce que c'est dans un processus critique pour moi. Si on en regarde un autre, un cabinet d'avocats, environ une trentaine de professionnels, qui est en train de considérer la virtualisation de la gestion des documents. Évidemment, la gestion des documents dans un cabinet d'avocats, je parle de l'ensemble des documents, donc tous les contrats, toute la paperasse qui est produite, qui est envoyée au client, qui est essentiellement donc ça sur quoi le cabinet travaille, ce qui leur permet de facturer. Mais si on dit parfait, je vais envoyer ça dans le cloud, et là, les gens m'appelaient pour dire, mais le cloud, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut y aller? Comment ça fonctionne? Où est-ce que c'est hébergé? Réponds aux questions, et moi de poser la question qui tue à la fin, et ta connectivité, tu fais quoi avec ça? Silence sur la ligne, et les gens ne savaient pas trop de quoi est-ce que je parlais. Ben, explique-moi, mais j'écoute, là, tu es en train de me dire que tu vas prendre l'ensemble de tes documents qui maintenant résident chez vous, que tu vas les envoyer à l'externe. Qu'est-ce qui arrive si tu ne peux pas y accéder? Il n'y a plus personne qui travaille, je facture pour lui, effectivement. Il n'y a plus rien qui se passe dans ton entreprise. Donc, encore une fois, la taille n'a absolument rien à y voir. On parle d'un processus critique. Et s'il y a un exemple d'entreprise qui n'aurait pas les moyens de le considérer, c'est un organisme sans but non lucratif avec lequel on travaille en ce moment, bien connu dans la grande région de Montréal, une trentaine d'employés, mais où ils sont en train de considérer en ce moment la virtualisation du système de gestion pour des raisons budgétaires à la base de dire ils jugent que ça va être beaucoup plus économique pour eux de l'envoyer dans le cloud et la gestion des partenaires. Mais cette communication-là, cette gestion-là, c'est quelque chose au quotidien qui est un processus critique pour eux. Donc oui, ils ont communiqué avec nous pour faire une analyse de besoin, de dire comment est-ce qu'on va s'assurer d'avoir accès à ce système-là. Donc c'est certain que ce que je voulais démontrer avec ça, c'est qu'on peut se dire facilement, c'est des grandes entreprises, c'est sûr que si c'est une multinationale, ils se poseront pas la question, ils vont avoir où ils vont être équipés par rapport à ça. Moi, je pense que c'est d'autant plus critique quand on est une petite entreprise, quand on est une PME, il faut sérieusement se poser la question parce qu'on est beaucoup plus vulnérable si jamais on devait avoir un problème à ce niveau-là et qu'on devrait souffrir d'une disponibilité de service. Un jour ou 2 jours sans papier, c'est plus dommageable pour une PME. Et même, absolument, et même sans aller là, parler de 2, 3, de quelques heures, oui. C'est du temps qu'on ne facture pas, c'est des partenaires, c'est des rendez-vous qu'on manque, c'est un service qu'on ne peut pas rendre, je pense que ça peut nous faire encore plus mal pour une entreprise. Une petite parenthèse, sans être un spécialiste des applications cloud, on a vu tout à l'heure par le sondage de plus en plus de PME qui envisagent d'utiliser des applications cloud. Et vous venez juste de dire que l'organisation à but non lucratif envisageait d'utiliser des applications cloud pour sauver des sous, par mesure d'économie. C'est la grande raison pour laquelle les gens font le virage. C'en est une, puis là je vais revenir à mon truc d'après que vous avez dit, c'est juste du marketing, la connectivité pour le cloud. Le cloud, ce n'est plus juste du marketing, c'est que la plupart des outils, des nouveaux outils logiciels s'en vont dans le cloud pour un paquet de bonnes raisons, je pense. Donc, quand aujourd'hui on veut mettre à niveau la plupart de ces systèmes-là, on va aller chercher d'autres fonctionnalités, la grande majorité, je pense, des solutions qui vont être proposées aux entreprises aujourd'hui se passent dans le cloud. Donc, et
souvent, il va y avoir un coût, je dirais peut-être plus uniforme et plus prévisible, c'est-à-dire que dans le modèle cloud, on va souvent payer par usager, on sait combien on paye par mois, par année. On n'a pas nous-mêmes à assumer les frais de matériel, de disques durs qui vont avoir des défaillances, de serveurs à remplacer. Moins d'investissement. Moins d'investissement, et c'était une des prémices du cloud, tantôt, si on se souvient, où il y a peu ou pas d'investissement capital. Donc, c'est sûr que la configuration de ça reste là. Que ce soit dans le cloud ou que ce soit sur des serveurs qui nous appartiennent, ça, c'est un élément qui ne change pas. Il faut s'en occuper, mais c'est prévisible, je pense. Et il y a des frais de gestion qui arrivent dans le temps qui sont moins là pour les entreprises. Donc, oui, c'est un des facteurs importants, mais l'industrie, on ne se le cachera pas, pousse les entreprises beaucoup dans cette direction. Parce que c'est plus rentable aussi pour les fournisseurs. Ce qui arrive, c'est qu'ils vendent du temps machine. Ils vendent du temps machine, c'est des revenus récurrents. C'est des modèles d'affaires plus intéressants pour eux. C'est des modèles d'affaires plus importants et tant mieux si ce sont des modèles d'affaires intéressants pour eux parce que moi, je pense que ce n'est pas la notion première de l'entreprise d'héberger des serveurs, d'acheter eux-mêmes des serveurs qui sont fait aujourd'hui, d'investir plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, mettez-les à l'échelle que vous voulez. Ça a toujours un impact important dans nos budgets d'investir là-dedans. C'est l'avantage de l'usager, c'est ce que je dis. Oui, à mon point de vue, oui. Très bien. La connectivité vers le cloud, est-ce que c'est juste du marketing? Je pense que non, mais ça, je l'ai déjà entendu. N'importe quoi peut faire l'affaire, c'est pas vraiment important, donc on essaie de démontrer le contraire. Ce qui est certain, par contre, c'est que ça doit être analysé en fonction de la réalité d'affaires de chaque organisation. Je l'ai mentionné un petit peu depuis tantôt. Il n'existe pas de solution universelle. Donc, si quelqu'un arrive et vous dit, faites-en pas, j'ai exactement la connectivité qu'il vous faut pour votre entreprise, je sais exactement ce que vous avez besoin pour cette application-là, sans vous avoir parlé, sans avoir fait une analyse de vos besoins, je pense que c'est faux, je pense que c'est impossible. Et s'il y a une chose qu'on a démontré chez Fibre Noire, c'est qu'à ce niveau-là, chaque client est unique. On a vu à peu près tous les cas de figure. On pense avoir vu tous les cas de figure et à chaque fois qu'on parle à un nouveau client, il y a une situation différente, il y a un contexte différent, qui fait qu'on a toujours un peu à se réinventer avec les solutions qu'on doit amener à nos clients. Quelles sont les différentes questions à se poser? Quel est l'impact d'une panne de télécommunication pour mon entreprise? Combien ça coûte? Qui ou quoi sera impacté? La solution dépendra de la situation géographique d'un client. On ne se le cachera pas que vous soyez au centre-ville de Montréal, que vous soyez au centre-ville de Paris. Je sais qu'il y a des gens qui sont de la France sur la présentation aujourd'hui, ou qu'on soit en région plus éloignée, les services de télécommunication ne sont pas, malheureusement, aussi bien répartis dans toutes les régions géographiques. Donc, c'est quelque chose qu'il faut analyser. Les services utilisés, évidemment, du plan Code des Arts, si vous en avez un, je vous donne un exemple, chez Fibre Noire, on a une entreprise de connectivité. On peut dire, ben, vous devez sûrement avoir un paquet de connexions, puis ça tombe jamais à votre bureau. Non, on a seulement une connexion Internet, c'est évidemment une connexion qu'on s'offre nous-mêmes. Pourquoi? Parce que notre plan Code des Arts, c'est très simple, que nos applications, comme elles sont dans le cloud, mais si les gens devaient ne pas avoir à travailler pour une certaine période de temps, on peut directement retourner à la maison, ils ont accès encore à tous les services. Donc, nous, cette analyse-là, elle a été faite naturellement, mais c'est pas nécessairement parce qu'on est Fibre Noire qu'on a besoin de la meilleure connectivité de ce qu'on vend à nos clients. Ça dépend toujours des besoins, ça dépend du budget. Mais ce qui est certain, comme je l'ai mentionné, c'est lorsque vient accompagner une entreprise peut identifier ses facteurs de risque. Et ça, je pense que c'est important. C'est au moins qu'on joue pas à l'autruche par rapport à ça, qu'on se pose des questions et que si on est pour envoyer des applications critiques dans le cloud, qu'est-ce qui peut se passer avec ma connectivité? Si on est prêt à vivre avec, si on sait que ça va nous impacter, mais que tu me dis que ça arrive une fois par année ou une fois tous les 18 mois, c'est ça mon risque, et que l'entreprise fonctionnelle dit oui, c'est correct, j'accepte ce risque-là parce que ça vaut pas la peine pour moi de mettre les ressources nécessaires pour les solutions alternatives, c'est très bien. Mais au moins, les facteurs de risque, on achète, on fait les investissements en toute connaissance de cause, au moins à ce niveau. Et cette prise de conscience-là, j'imagine que vous l'offrez à vos clients. Absolument, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire en challengeant beaucoup nos clients, pas en faisant peur à nos clients, mais en mettant la réalité sur la table, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut arriver, comment ça fonctionne un réseau, et on va y venir après. On parle de connectivité, on parle d'Internet, on va se poser la question ensemble, c'est quoi une connexion Internet pour la regarder, qu'est-ce qui peut mal fonctionner pour que les gens puissent en prendre conscience. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on fait à nos clients, et souvent, ça implique de les challenger et beaucoup de comprendre leur modèle d'affaires, de comprendre les entreprises. On dit souvent à l'interne chez Fibre Noire, dans les rencontres de vente, c'est quand on cesse de parler de connectivité, quand on cesse de parler de fibre optique, c'est là qu'on sait qu'on a une bonne rencontre, parce qu'à la base, la connectivité, ça doit remplir une mission, ça doit venir soutenir un processus d'affaires. C'est ça qui est important. Je comprends très bien. Donc, c'est comme ça qu'on travaille effectivement chez nous.
excusez-moi, avant, on va juste passer à certains enjeux de la connectivité vers le cloud. Donc, les niveaux services, quelles sont les garanties offertes par le fournisseur quant à la disponibilité du ou des services offerts? Il y a plusieurs compétiteurs que je nommerai pas qui vont offrir ou qui vont mettre de l'avant certains services comme étant des services de type affaires, mais quand on regarde les niveaux de service, souvent on va se rendre compte que les délais de réparation garantis sont en 24-48 heures. C'est peut-être correct, mais peut-être que ce n'est pas la bonne solution qu'on a besoin pour notre entreprise. C'est la qualité du service qui est offerte, etc. Donc, ce sont toutes des choses, qui sont importantes de regarder. La redondance. Est-ce que les systèmes mis en place par le fournisseur et ou l'entreprise, est-ce qu'ils sont redondants? Où commence et s'arrête la responsabilité de chacun? Et ça, on le dit souvent, un client qui nous arrive et dit, ben, écoutez, je vais prendre 2 connexions Internet. Donc, comme ça, je vais être protégé. Mais à l'interne, comment ça va fonctionner, comment ta redondance de système elle va se faire, comment si jamais il y a une panne d'une connexion Internet. Le client parfois savent, parfois un petit point d'interrogation dans la figure. Donc, il y a toute cette notion-là, la redondance, pas parce qu'on a 2 systèmes qui sont capables nécessairement de travailler l'un avec l'autre de façon absolument dynamique. Puis, comme vous avez dit tout à l'heure, ça veut pas dire que la redondance est nécessairement obligatoire, dépendamment de l'entreprise, puisque ce n'est même pas le cas chez vous. Tout à fait. C'est un exemple, entre autres, pour nos bureaux. Oui, tout à fait. La diversité. Les accès offerts par mon fournisseur peuvent-ils être en diversité complète? Donc là, je parle vraiment au niveau physique. Et là, il faut comprendre comment le monde des télécoms fonctionne. C'est qu'étant donné que toutes les entreprises n'ont pas de réseau partout, ça peut très bien arriver, on l'a vu à maintes et maintes reprises, un client qui dit, maintenant, j'ai 2 connexions Internet, il n'y a pas de problème. Vous mettez une connexion chez le fournisseur A et chez le fournisseur B, mais le fournisseur B n'a pas de réseau dans ton coin, donc pour te livrer ton service, c'est appeler le fournisseur A. Donc, tu ne le sais pas, mais ton réseau passe exactement au même endroit. Donc, depuis X nombre de mois ou X nombre d'années, tu as fait un investissement absolument inutile parce que c'est pourquoi tu t'es protégé, tu ne l'as pas dans les faits. Donc, ce sont des choses qui sont toujours importantes, à notre avis, de considérer ou du moins de s'assurer qu'on a posé les bonnes questions. Et il y a la qualité du réseau de l'Internet. Comment mon fournisseur se connecte à mon fournisseur de cloud? Est-ce que la situation peut changer dans le futur? Puis-je avoir un certain contrôle à cet égard? Et est-ce que mon fournisseur utilise de la qualité de service? Quand on va parler surtout d'applications en temps réel, si les gens font de la voix-sur-route en mode hébergé, par exemple, la vidéoconférence comme aujourd'hui, bien là, la qualité, ici pour nous, c'est dans un processus critique. Mais c'est important, je pense, de poser la question, comment est-ce que, oui, c'est beau, là, j'ai le fournisseur A qui m'offre de l'Internet, comment est-ce que le fournisseur A se connecte à mon fournisseur de cloud? Est-ce qu'il y a beaucoup de latence? Est-ce qu'il y a une certaine garantie au niveau de réseau, etc., etc. Et comme c'est de l'Internet, ça peut être appelé à bouger. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut regarder. Qu'est-ce que c'est une connexion Internet? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une topologie client chez nous relativement complexe, et c'est la dernière diapositive que vous allez voir, et je l'ai décomposée en morceaux pour qu'on revienne vraiment à la base et qu'on se pose la question, bon, qu'est-ce que c'est une connexion Internet? Donc, si vous voyez ici le siège social du client, on a, quand on parle de l'accès ici, là, l'accès est ici. Donc, dans le cas du client ici, c'est un accès. L'accès en tant que tel est à 1 gigabit full duplex. Donc, ça, c'est un lien de fibre optique dans le cas de fibre noire qui nous amène jusqu'au réseau. Et là, à travers le réseau, le signal Internet va être acheminé jusqu'à la passerelle Internet de fibre noire de votre fournisseur, va tomber sur l'Internet. Et là, j'ai voulu la séparer spécifiquement. Et à quelque part sur l'Internet, c'est ce qu'on appelle les services in the cloud que les clients vont consommer. Et c'est sur ce nuage-là qu'on veut se rendre. Et là, tout ça va se faire en aller en retour pour que le signal transige entre les deux. Donc, si vous utilisez Salesforce, par exemple, Salesforce, c'est quelque part ici. On part du bureau, transige à travers l'accès de fibre optique sur le réseau du fournisseur, l'Internet, Salesforce et vice-versa. Donc, c'est essentiellement comme ça qu'une connexion Internet fonctionne, dit très sommairement, en 3 parties, l'accès, le réseau fournisseur et l'Internet en tant que tel. Le client se dit, parfait, je vais prendre 2 connexions Internet qui seront redondantes ou non. Ici, là, on revient à ce qu'on discutait un peu tantôt, Simon, c'est-à-dire que je peux avoir 2 connexions Internet sur 2 équipements. Comment est-ce que l'entreprise va en assurer la redondance si jamais il y en a une qui devait faire défaut? Il y en a qui me disent, ben, tout simplement, je vais changer le câble dans mon routeur. Ça s'arrête là, puis c'est très bien pour moi. Il y en a qui veulent des protocoles un peu plus évolués. Donc, ça, c'est une façon de dire, je vais en prendre 2, puis je vais m'assurer, comme on peut voir ici, mes services in the cloud, il y a 2 chemins pour s'y rendre à travers 2 fournisseurs qui ont chacun leur réseau, qui ont chacun une saveur d'Internet quelconque. Et on peut être garanti, on peut avoir une certaine garantie quant à la fiabilité de la connectivité à ce niveau-là. Par contre, et c'est pas une erreur de design ici, c'est que vous voyez clairement que là, j'ai
pour représenter ce qu'on disait tantôt, c'est qu'il peut arriver que les accès physiques se croisent. Et là, ici, on a un point potentiel où si jamais il devait y avoir une coupure de fibre à ce niveau-là ou que le réseau devait être endommagé, bien, notre client ici est à même d'avoir ces deux services qui font défaut en même temps. Ce sont des événements relativement rares, mais ça s'est vu, malheureusement, où les clients étaient convaincus, comme je le disais tantôt, d'avoir une certaine redondance et que pour une raison ou une autre, quelque part dans le réseau, comme je le disais, que le fournisseur B a appelé le fournisseur A pour lui-même prendre le réseau, ben on se ramasse avec ce genre de situation-là. Donc, c'est important d'évaluer ce genre de poser la question à son fournisseur et de se poser la question est-ce que c'est quelque chose que j'ai moi-même besoin dans mon contexte, dans le contexte de mes processus d'affaires. Petite question. Oui. Quand on parle de coupure de service, qu'est-ce que vous avez vu, par exemple, durant les dernières années? Est-ce qu'on parle de minutes, d'heures, de journées? Du tout. Ah oui, hein? Dépendamment de la nature de la panne, on a vu des problèmes qui sont réglés en quelques minutes. Dans le cas les problèmes les plus sérieux, généralement, ce sont les coupures physiques de réseau. Donc, quand j'entends coupure physique, là, c'est un câble est brisé, soit par un accident de la route, soit par une erreur humaine, ce qui arrive très souvent. Les câbles ont beau être construits souvent, ce sont des choses qui vont arriver. Donc, dépendamment où le client est situé, une coupure de réseau peut impacter, on a des clients qui ont été impactés jusqu'à 36-48 heures. Ah oui. Parce qu'il faut comprendre que c'est sûr que je vous donne un exemple, si par exemple un câble est brisé dans le contexte d'un incendie, comme ça peut arriver, parce qu'il y a des câbles qui passent en arrière l'eau, même en souterrain, parfois il y a des incendies, il y a des incidents qui peuvent arriver. C'est certain qu'on n'est pas les premiers à les réparer. Évidemment, les pompiers vont passer avant, la sécurité va passer avant, et une fois que ça sera fait, là, on va aller réparer. Parfois, on peut, excusez le jargon, mais on peut aller rerouter, c'est-à-dire aller faire des fusions puis rebrancher le câble par un autre endroit. Malheureusement, c'est pas toujours possible de faire ça. Donc, par contre, je dois dire que les quelques clients auxquels c'est arrivé, pour eux, c'était justement des processus critiques et ils avaient des solutions alternatives qu'on a pu mettre en place relativement rapidement. Il y en a d'autres qui ont été impactés un peu plus longtemps, malheureusement. Donc, ça peut être un ordre de grandeur quand même assez important en fonction des besoins. Généralement, une panne, ça va être plusieurs heures, mais encore une fois, ça dépend énormément de la nature de la panne. Et c'est pour ça que c'est important de se poser ces questions-là, parce qu'en fonction de ce qu'on essaie de régler, ben, ça va être important d'y mettre les ressources ou non, parce que la nature de la panne va faire que ça va être plus ou moins long. Je comprends. Donc, voilà. Donc, si on vient ici à deux connexions Internet en diversité, donc là, ici, ce sont deux accès, et là, on peut s'assurer vraiment, et c'est écrit en diversité d'accès, parce qu'on fait affaire avec le même fournisseur, c'est possible d'avoir par contrat de demander à son fournisseur de dire je veux m'assurer qu'au niveau de l'accès physique pour se prémunir contre une coupure de fibre, par exemple, qui sont les pannes les plus sérieuses, je veux m'assurer d'une diversité d'accès complète. Et le fournisseur est généralement, c'est pas toujours facile, mais peut, dans certains cas, du moins chez Fibre Noire, c'est quelque chose qu'on essaie de faire assez régulièrement, offrir une certaine diversité d'accès, garantir aux clients, je peux garantir qu'on fait de coupure de fibre, par exemple, ces deux circuits ne seront pas impactés en même temps. Et là, bon, je l'ai dessiné ici en fonction on voit un équipement chez le client qui dirige vers un équipement sur le réseau et on a aussi une diversité de réseaux. Et ensuite, on accède à nos services immédiatement. Donc, ça, c'est un exemple, une diversité d'accès. C'est ce qu'on veut dire aussi. C'est quelque chose qu'il faut se poser. Est-ce que mon entreprise a besoin de ce genre de niveau de service-là? Une petite notion ici qui est importante quand je parlais de la qualité de la connexion Internet, c'est que l'Internet en tant que tel, c'est un service généralement payant. Donc, pour une entreprise comme Fibre Noire, pour accéder à l'Internet, j'ai différents fournisseurs ici et je paye ces fournisseurs-là pour y accéder. Je n'ai pas de garantie, je ne peux pas avoir de garantie Fibre Noire sur si je veux me rendre chez Google, par exemple, ben une journée, je peux très bien passer par mon fournisseur A et parce que mon fournisseur A, lui, change ses politiques, ça se peut que demain matin, moi, je passe par mon fournisseur B. Donc, la distance entre Fibre Noire et Google, par exemple, peut varier dans le temps. Si pour mon client ici, c'est un processus important et je suis sensible à la latence, donc autant que prend un paquet à partir de mon usager à aller chez le fournisseur et à me revenir, si c'est important, comme dans le cas d'une application temps réel, ben ça peut être important de voir est-ce que le fournisseur avec qui je fais affaire a des sessions de peering, d'atterrage en français. Donc, qu'est-ce que c'est du peering? C'est deux fournisseurs qui se mettent d'accord, soit directement, soit via
un échange qui est prévu à cet effet pour s'échanger le trafic directement au lieu de passer par Internet. Donc là, le fournisseur est un peu plus en mesure de garantir la qualité du trafic vers un fournisseur de services cloud. Donc ça, c'est des choses qu'il faut considérer, qui peuvent être importantes et qui peuvent faire la différence entre une expérience usagée, une transition vers le cloud qui se fait en douceur et une qui est un petit peu plus chaotique si les délais de réponse sont les bons. Donc ça, c'est un élément à considérer. Donc, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Excusez-moi. Il y a plusieurs fournisseurs comme ça qui ont des ententes de peering canadiens. J'aurais le goût de vous répondre que les bons fournisseurs devraient en avoir parce que c'est une bonne pratique au niveau de l'Internet d'avoir ce genre de session de peering-là. Au début, c'était essentiellement une question économique parce que c'était moins dispendieux que plutôt que d'utiliser des connexions Internet payantes. Le coût de la bande passante a beaucoup diminué ces dernières années. Donc, plusieurs fournisseurs Internet se disent que ce n'est plus nécessaire, ça ne vaut pas la peine d'avoir ce genre de session-là. Chez Fébrero, on n'est pas d'accord. On pense qu'au-delà de l'économique, c'est d'abord la qualité de l'Internet qu'on offre à nos clients. C'est pour ça chez nous, on en a plus de 200 de ces sessions-là à travers différents échanges pour s'assurer de cette connectivité-là, justement. Donc, je dirais que c'est beaucoup une question de philosophie d'entreprise. Il faut me faire des services dans ce contexte-là. C'est pas une obligation, mais c'est, à mon sens, une bonne pratique. Donc, désolé, j'ai dû accrocher un petit quelque chose sur mon ordinateur. On complexifie les choses un petit peu. Donc, notre client a son siège social. Vous voyez des sites data center, l'anglicisme, pour centre de données. Il a jugé que son siège social devait être centre de données numéro 2 et envoie des informations vers un centre de données numéro 1 qui est situé également dans la grande région de Montréal. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est que le client se dit, ben, je vais avoir une connexion Internet, c'est la petite ligne rouge qui est ici, à mon centre, à mon siège social, mon centre de données numéro 2, et à mon centre de données numéro 1, j'en aurai une deuxième, et j'ai un seul lien de télécommunication entre les deux. Donc, si jamais le lien de télécommunication ici entre les deux coupe, en théorie, il ne peut plus accéder au centre de données. Peut-être qu'il peut le faire via l'Internet quand même. Là, je ne connais pas les détails exacts de la topologie du client, mais ça, c'en est un exemple. Et là, on rentre le concept aussi un petit peu de cloud privé. Donc, là où le client a envoyé une portion de son infrastructure vers un autre centre de données, a fait une extension. On a parlé du cloud privé un petit peu plus tôt. Et là, si on arrive à la solution totale et complète de ce client-là, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais là, on voit que le client a clairement identifié, lui, ses processus, a voulu savoir où est-ce que c'était important d'investir. On a une solution qui est plus complexe. Donc, où là, l'Internet, la deuxième connexion Internet a été déménagée vers un autre centre de données qui est dans la grande région de Toronto. Pourquoi? Parce que souvent, c'est arrivé relativement rarement, mais il y a des régions comme la grande région de Montréal qui ont été impactées ou une série de fournisseurs ont été impactés. Donc, c'est dit, je vais déménager une portion des services dans la grande région de Toronto. Je vais me prendre une connexion Internet pour mon centre de données ici, une autre à mon siège social. Et là, pour avoir une diversité et une redondance, parce que je sais que dans ce contexte-là, ils l'ont fait à l'interne, et une diversité d'accès, ils ont un service qu'on avait tantôt ici entre les deux centres de données, et ils ont également acheté un service de type fibre noire. Donc, ils ont loué littéralement des paires de fibres pour être en mesure que les deux centres de données, la grande région de Montréal, communiquent entre eux. Donc, ça, dans leur cas, évidemment, ce n'est pas toutes les entreprises qui ont besoin de ça. C'était pour illustrer un exemple parmi tant d'autres, jusqu'où on pouvait aller en termes de connectivité, ce qu'on pouvait faire, toutes les idées qui peuvent être mises de l'avant. Il y en a des beaucoup plus complexes que ça encore. On ne tombera pas là-dedans aujourd'hui. Mais ce qui est important derrière ça, et si on résume, c'est que chaque organisation doit faire l'analyse de ses besoins en fonction de sa propre situation. C'est exactement ce qu'eux, ils ont fait. De quel service a-t-elle besoin? Eux, ils ont dit, j'ai besoin d'Internet, j'ai besoin d'un lien, ce qu'on appelle un EPL entre deux centres de données, j'ai besoin d'une paire de fibres entre deux centres de données. Est-ce que les services pourront évoluer pour supporter la croissance? Le service qui évolue le mieux, c'est la paire de fibres parce que le client n'a qu'à changer les équipements et peut mettre la capacité qu'il veut là-dessus. Est-ce que les niveaux de service à faire sont pertinents? La redondance, la diversité, pardon, est-ce que c'est nécessaire? Les réseaux qu'ils utilisent lui permettent de communiquer avec ses partenaires de façon efficace. Évidemment, le budget, parce que c'est toujours une contrainte, il faut toujours y revenir et c'est important. Puis, est-ce que les risques potentiels sont gérés? Est-ce que l'entreprise a évalué clairement si je déménage des données ou un processus dans le cadre, est-ce que je sais où ça peut me faire mal en termes de connectivité? Est-ce que j'ai couvert tous mes angles? Ou du moins, est-ce que j'en suis conscient? Oui. Donc, ça, c'était pour la portion plus connectivité. Et là, comme je le disais tantôt, il y a
il y a quelque chose dans le futur qu'on entend beaucoup parler qui pourrait venir impacter la qualité des réseaux dans le futur, c'est la neutralité du réseau, mieux connu sous net neutrality, son terme anglais, là, principalement au Québec. Un concept qui pourrait affecter la qualité des réseaux utilisés, je l'ai dit. Pourquoi en parle-t-on? On en parle beaucoup, du moins en Amérique du Nord, à cause de la chicane entre Comcast et Netflix, beaucoup ces temps-ci. Netflix n'a pas besoin de présentation, un service de vidéo en ligne très, très, très populaire qui gagne en popularité. Beaucoup en Europe, de plus en plus, si on comprend les dernières nouvelles, Netflix ouvre de plus en plus de pays. Et Comcast, à un moment donné, ben, c'est assez. Netflix utilise mon réseau pour aller servir ses clients et que moi, j'ai pas mon mot à dire là-dedans. Quand j'entends mot à dire, que j'ai pas ma part du gâteau là-dedans. Et donc, on en parle beaucoup à cause de ça. Et ce que moi, je croyais, ce que je connaissais du dossier, et en faisant les recherches de la présentation, j'ai trouvé un article qui parle exactement de ça. C'est que le Comcast versus Netflix, ce n'est pas vraiment à propos du net neutrality, ce n'est pas ça. C'est un événement qui amène le débat, mais ce n'est pas du net neutrality. Comcast versus Netflix, qu'est-ce que c'est? J'en ai parlé tantôt, c'est essentiellement du peering. Donc, Comcast, c'est pas en train de dire à Netflix essentiellement, je veux pas que tu accèdes à mes usagers, ce que Comcast est en train de dire à Netflix, c'est tellement demandant pour moi la quantité de trafic qui rentre sur mon réseau, donc je veux que tu payes pour pouvoir entrer sur mon réseau. Après ça, je vais m'occuper de la distribution, pour l'instant, sans différenciation, donc c'est surtout ce qu'on appelle une guerre de peering, une guerre d'appairage comme Comcast et Netflix, où Comcast veut être payé pour l'utilisation que Netflix fait de ce qui rentre sur son réseau, ce que Comcast doit gérer. Mais les usagers étaient déjà Comcast pour downloader des films de Netflix. Exactement. Mais dans les ententes de peering, quand on dit que deux réseaux doivent communiquer ensemble, pas généralement, toutes ces ententes-là impliquent une certaine réciprocité. Donc, si tu m'envoies du contenu, tu m'envoies des données, je vais t'envoyer à peu près la même quantité de données. Donc, c'est gagnant-gagnant pour les deux. Dans le cas de Netflix, c'est évidemment pas le cas parce que Netflix pousse tout son streaming vers les usagers. Donc, c'est Comcast qui les reçoit et tous les autres réseaux d'ailleurs, qui doivent le gérer puis ensuite le distribuer. Donc, oui, les usagers payent Comcast pour leur connexion Internet pour le gérer, mais ce que Comcast dit, c'est que c'est pas une entente de peering qu'on a parce que tu m'envoies beaucoup de contenu, puis moi, je t'en envoie pas. Donc, j'ai pas de bénéfice. Comcast va dire à Netflix, prends une connexion Internet comme tout le monde, je vais te faire payer la consommation que tu utilises pour rentrer sur mon réseau. C'est ce que Comcast prétend, mais ce n'est pas ce débat-là, même si c'est ce qui fait qu'on en parle beaucoup, ce n'est pas un enjeu de net neutrality. Ce n'est pas ça. Et tant qu'à définir quelque chose parce qu'elle n'est pas, net neutrality, ce n'est pas non plus la restriction d'accès à du contenu illicite, évidemment la pédophilie, les sites haineux, ça, je pense que ce sont des pratiques qui sont régies par la loi, donc on n'est pas en train de parler de ça ici. Et là, ça peut être un peu plus controversé, mais à mon avis, ce ne sont pas non plus des politiques légitimes de gestion de réseau. Il y a eu toute une discussion il y a quelques années au Canada sur certains plus grands fournisseurs qui limiter, entre autres, les applications peer-to-peer, le P2P, pour améliorer justement la performance du réseau et aller chercher des contenus un peu plus rapidement. À mon avis, quand on veut gérer le réseau pour s'assurer qu'il est utilisé de façon équitable par tous, ce n'est pas du net neutrality, je sais que c'est très à débat, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord avec ça, et ce n'est pas une entente de peering privé, comme ce qu'on discutait avec Comcast. Qu'est-ce que c'est donc? C'est le principe et le regroupement du Network Neutrality a même son logo. J'ai découvert en faisant ces recherches-là. Les Américains ont un logo pour tout. Donc, si je traduis rapidement, c'est le principe selon lequel les fournisseurs de services Internet et les gouvernements devraient traiter toutes les données de l'Internet de façon égale, sans aucune discrimination, que ce soit technologique ou financière, donc pas de faire payer un usager pour un contenu spécifique. Quant à l'utilisateur, au contenu, au site consulté, la plateforme, l'application, le type de fichier transigé ou au mode de communication. Je vous invite à visiter, quand ça s'intéresse et qui veulent vraiment avoir un visuel, un petit site, openinter.net, donne une excellente définition très visuelle de ce qu'est la situation en ce moment et de ce vers quoi les grands fournisseurs de services voudraient s'en aller. C'est très visuel et ça va vous permettre de tout comprendre en à peu près 2 minutes. Ça résume bien la chose. Et pourquoi parler de ce sujet-là? Pourquoi parler de ce sujet-là? Parce que, et c'est les gens qui vont aller consulter la page du openinter.net vont bien le voir, c'est que, je pense que ça vaut la peine, là, quand on dit qu'une image vaut 1000 mots, là, si on va la chercher ici, cette image-là, A Guide to the Open Internet,
Je pense que tout le monde va bien comprendre rapidement. Donc, net neutrality, qu'est-ce que ça devrait être? On a un grand fournisseur. Et on voit ici tous les différents services qui ont permis l'expression un tuyau égal, si on veut. Okay, donc, YouTube, email, Skype, Facebook et gaming, et qui se rendent chez l'usager tous de façon égale. Donc, ça, c'est la situation en ce moment. Qu'est-ce que les grands fournisseurs de services veulent? Ils veulent des tuyaux qui sont différenciés et certains qui sont payants. Donc, on peut le voir ici. On prend l'exemple de Netflix complètement à gauche, mais un fournisseur de services pourrait dire très bien, mais si l'usager, tu veux accéder à Netflix, tu veux pouvoir y accéder, mais moi, je vais te charger un frais supplémentaire pour y accéder à Netflix. Hey, il y a un spécial du mois, si tu veux, email, Facebook et Skype dans un même paquet, je vais te faire ça à 9,99. Et devinez ce qui ne sera pas chargé, bien évidemment, tout ce qui ne sera pas chargé, tout ce qui va être gratuit, ce sera le contenu du fournisseur de services en tant que tel, via une connexion Internet. On a vu ces dernières années beaucoup en Amérique du Nord, je suis un peu moins au courant en Europe, mais beaucoup en Amérique du Nord, les grands fournisseurs de services achetaient des contenus, qu'on pense à Comcast qui a acheté NBC aux États-Unis, qu'on pense à Bell et à Rogers qui se battent pour avoir les droits du hockey ici au Canada. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ici? Ça veut dire que Bell pourrait pourrait dire, ben Rogers maintenant pourrait dire, ben connexion Internet, tu vas accéder au site des Maple Leafs du Canadien, mais je vais te le faire gratuitement, mais si tu passes par un autre service, ben, je vais te le charger parce que c'est pas du contenu qui m'appartient. Donc, quand on est rendu là, ce n'est plus du net neutrality, ce n'est plus un Internet qui est ouvert et qui est gratuit, qui est accessible pour tout le monde. C'est un Internet sur lequel il y a une discrimination. Et dans ce cas-là, c'est un Internet dans lequel il y a une discrimination de type financière. Pour permettre aux entreprises de se démarquer. Pour permettre aux entreprises de se démarquer et surtout pour permettre aux entreprises de faire plus d'argent. Si on en prend des exemples, clairement, à mon avis, donc, TELUS qui a coupé l'accès à un site lors d'une grève avec ses syndiqués, qui a coupé l'accès à un site, au site de ses syndiqués. Évidemment, TELUS, ça s'est passé en 2005, il y a un article qui est tiré ici du site anglais de Radio-Canada. Évidemment, TELUS va dire qu'il y avait des informations dommageables pour elle, donc c'est pour ça qu'ils ont fermé l'accès, mais ça reste que TELUS a pris un choix, il a fermé du contenu qu'elle jugeait dommageable, donc elle l'a fait. Et bien, il y a eu une première dans le cadre du printemps arabe, où le gouvernement égyptien a littéralement décidé de couper l'Égypte du reste du monde au niveau de l'Internet. Pas besoin de parler aussi de la discrimination qui se fait en Chine, entre autres. Donc ça, quand on parle de ça, vraiment, là, on est dans ce qui est le nerf de la guerre au niveau de la neutralité du réseau, un Internet qui n'est pas neutre, qui n'est pas accessible de façon équitable par tous. Et en terminant, ben, pourquoi je vous en parle? Ça pourrait mener, comme on l'a vu, à certaines pratiques commerciales dans lesquelles les télécommunicateurs changent un accès prioritaire à leur réseau aux fournisseurs de contenu. Aux États-Unis, la grande majorité d'entre eux ont fait part de leur inquiétude dans une lettre à la FCC. Vous avez le lien ici, qui a été signé par Google, Amazon et autres. Évidemment, on n'y revient, ce sont les fournisseurs de cloud, ce sont ceux qui pourraient être le plus impactés par ce genre de décision-là. Parce qu'évidemment, on prend un Netflix, par exemple, on est au niveau résidentiel, mais prenez Amazon Web Services, si vous prenez Google. Si AT&T dit demain matin ou Dell dit demain matin, ben non, maintenant, si tu veux accéder à Google Apps pour tes courriels, par exemple, je vais te charger une prime. Ah, ben si tu prends le service de Microsoft 365 que je te revends, non, ça c'est correct, il n'y aura pas de prime pour ça. Donc, l'utilisateur de l'Internet est plus en mesure de faire ses choix librement à cet égard-là. Et c'est pour ça que dans un contexte d'entreprise, ça pourrait avoir une pertinence dans les prochaines années. C'est un débat qui continue et qui est à suivre. Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié. Simon, merci beaucoup pour tes questions très pertinentes et l'opportunité que tu nous as donnée. Si on a qui ont des questions, veuillez nous rejoindre. Les coordonnées sont là. Ça va nous faire plaisir, moi ou un membre de notre équipe, d'aller vous rencontrer et de discuter de ces sujets-là et de voir si vous avez des questions quant à votre connectivité par rapport au cadre en général. Ça va nous faire plaisir de répondre. Parfait. Parfait, Benjamin. Je vous remercie au nom des participants également. Alors, si vous avez des questions, c'est le temps. Sachez que la formation enregistrée sera disponible dans un courriel qui va vous être transmis demain, 9 h, de même que la présentation elle-même. Alors, si on prenait une première question, René, si je compte migrer mon infrastructure vers un centre de colocation au Québec pour développer un cloud privé, René, tu as l'air à te connaître. C'est assez... René, tu connais. Comment puis-je faire pour m'assurer sérieusement que ce centre de connectivité est connecté de manière performante, robuste et diversifiée?
offrez-vous un tel service? Absolument. C'est exactement ce qu'on fait, que ce soit un site client, que ce soit un centre de données. Les centres de données sont souvent les sites critiques. Je vous dirais, René, que si un centre de données n'est pas en mesure de vous répondre exactement à la question, qui sont les fournisseurs qui sont présents dans son centre de données, est-ce qu'ils sont en diversité d'accès et quel type de service ils offrent? Personnellement, je considérais changer de centre de données parce que pour moi, c'est à la base. Un centre de données qui n'a pas de télécommunication, ça ne sert absolument à rien. Il faut être en mesure d'accéder aux données qui y sont. Et donc, généralement, les fournisseurs, et oui, Fibre Noire, c'est quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on garantit sur papier à nos clients. Si le client recherche spécifiquement de la diversité, de la redondance, nommez-le vers un centre de données, ce sont des choses que nous allons faire, que nous devons. Excellent, excellent. Alors, y a-t-il d'autres questions? Le timing est parfait d'ailleurs. Il est 1 heure. Oui. Michel Dallaire mentionne on a mentionné que certains fournisseurs d'applications faisaient un virage vers le cloud, puis des fois, c'est un virage obligatoire, forcé aux clients, parce que l'application propriétaire n'est plus disponible. Et ça va continuer à être le cas pour un paquet de raisons. C'est tellement plus simple en termes juste en termes des mises à jour, par exemple. Au lieu de distribuer une mise à jour à tout le monde, ben là, on est dans un endroit centralisé, les mises à jour se font automatiquement. Donc, c'est un aspect parmi tant d'autres. On peut les nommer, on peut en nommer encore. Puis un des avantages, sans parler d'application critique, j'imagine, c'est de pouvoir sauvegarder, c'est une question qu'on a eue, de pouvoir sauvegarder simplement ces informations de façon périodique dans le cloud. J'imagine que c'est probablement la première application que les PME utilisent. Tout à fait. Que ce soit du backup en ligne, du stockage en ligne, effectivement, ou jusqu'à un certain niveau, si on fait confiance à notre fournisseur pour certaines séries de données, de ne plus avoir à se soucier justement de la sauvegarde de ces données-là parce que c'est partie intégrante de l'offre de service de notre fournisseur. Encore une fois, là, ça revient beaucoup à la fiabilité de notre fournisseur. Est-ce qu'on lui fait confiance pour les services qui sont rendus? Mais généralement, du moins dans la gamme des moyens à grands fournisseurs, quand les services sont dits, sont payés, les services sont rendus, les entreprises sont équipées. Et on parlait tout à l'heure d'applications critiques bas. J'imagine si on se limite à la sauvegarde, c'est pas critique du tout. Non, effectivement, c'est pas une application critique. Et ça, c'est des exemples qu'on rencontre, les clients qui vont commencer avec ça. Mais il me semble que j'ai pas besoin d'autre que ce que j'ai besoin en ce moment pour faire ça. Vous avez absolument raison. Pas besoin d'aller plus loin dans ce contexte-là. Quand les besoins vont évoluer, quand il y a d'autres choses qui vont être envoyées dans le cloud, si on l'a vu tantôt, c'est pas une question de taille d'entreprise. Là, il y a des questions à se poser et c'est là que Fibre Noire peut aider. Et quelles sont les applications, justement, les plus exigeantes en termes de sécurité, de fiabilité, de bande passante? On parle certainement, par exemple, de vidéos, de webinaires. Pourriez-vous nous donner d'autres exemples? Oui, absolument. À la limite, aujourd'hui, la vidéo, le webinaire, c'est relativement facile pour les connexions qu'on est censé avoir aujourd'hui, si c'est bien fait. On peut parler en termes de bande passante, de qualité, de sécurité, ce sont trois questions différentes. Si on en termes de qualité, c'est certains types d'applications de temps réel, on est parlé un peu tantôt, comme par exemple la voiture en temps réel, ça, c'est en termes de qualité, c'est ce qui requiert probablement de plus de qualité de la vidéoconférence qu'on est en train de faire aujourd'hui. Si elle devait être interactive, si on a des images vidéo, on fait une vraie vidéoconférence, mais il faut que tout ça puisse passer. Sinon, on n'est pas capable de se parler, le but n'est pas atteint. En termes de vidéoconférence, en termes de qualité, téléphone IP aussi. Parce que c'est du temps réel, ça implique une interaction. Si on parle en termes de sécurité, bien souvent, toutes les données financières, toutes les données de commerce en ligne, c'est là qu'en termes de sécurité, l'attention, on va principalement mettre l'attention là-dessus. Si on parle en termes de bande passante, on a certains clients, et là, on est encore un peu aujourd'hui plus, à ma connaissance, plus dans des contextes de cloud privé. On a beaucoup de clients dans le design industriel, donc quand on doit faire rouler à distance des applications ou qu'on a virtualisé des applications comme AutoCAD, des applications d'ingénierie qui sont extrêmement lourdes, là, encore une fois, il y a différentes façons de le faire, mais chaque entreprise a ses contraintes. Donc là, il peut y avoir, en termes de bande passante, ça peut être extrêmement exigeant. Parce que là, non seulement on a une quantité, mais on doit avoir une certaine latence, une certaine vitesse d'échange d'informations. Oui. Donc, hormis la sécurité, si je comprends bien, si l'information se limite au texte, à des informations, versus la vidéo, l'audio, c'est deux choses complètement différentes. C'est deux choses complètement différentes. J'assume aujourd'hui dans les entreprises, par exemple, on ne va pas nous dire, j'ai besoin d'une connectivité
à tout casser pour mon service de courriel, par exemple. Pourquoi? Mais parce que dans un contexte d'entreprise, encore une fois, la plupart des gens, pour qui le courriel est moindrement critique, vont également le recevoir sur leur téléphone, souvent. Donc, j'ai un système ici qui est mon laptop, c'est mon service habituel. Si jamais ma connectivité devait venir qu'à manquer, ben, j'ai probablement une autre façon d'y accéder. Donc, ce sont des questions qui peuvent paraître extrêmement simples, mais quand on prend l'ensemble des processus d'affaires d'une entreprise, c'est important de les identifier, de se poser la question. Les questions que je parlais tantôt, encore une fois, comment est-ce que je suis impacté, comment est-ce que ça peut m'impacter. Et ce sont les premières questions que vous posez quand vous rencontrez un client. Absolument. Tout à fait. On commence par ça. Quand on comprend l'entreprise, quand on sait ce qu'ils font, quand on sait où ça peut faire mal, c'est là qu'on est en mesure de nous